Vous sont membres de Détour des mondes et donc je me réjouis que cette occasion de conférence de rentrée pour nous revoir, et puis je suppose que tout le monde a fait un tour dans le parcours des mondes, doit y avoir de beaux objets. Bienvenue, et puis merci surtout à Jean-Hervé Daude d'avoir accepté cette conférence pour nous sur ce sujet merveilleux, énigmatique de l'île de Pâques. Et il nous a déjà entraîné hier à 12 rue de l'Abbaye, où il y a toute une semaine autour des tapas, sur les énigmatiques statuettes en tapas de l'île de Pâques. Je ne sais pas si vous les voyez, il y en a très peu dans le monde qui sont dans des musées, des statuettes assez effrayantes. Donc il nous a déjà emmenés là-bas hier et c'était absolument passionnant. Donc Jean-Hervé, pour le présenter, est sociologue de Montréal. C'est un chercheur indépendant et il a écrit beaucoup d'ouvrages. Je crois que sa vie entière est dédiée à Rapa Nui. Vous avez quelques-uns de ces ouvrages à petit prix, très gentiment, là-bas dans le petit coin après la conférence. Vous avez aussi des chouquettes si vous tournez l'œil. et puis notre programme de l'association pour 2017-2018 qui commence dans 15 jours avec le voyage à Marseille. Si vous ne venez pas avec nous, surtout essayez d'y aller avant début janvier parce que c'est une merveilleuse exposition sur Jack London. Et puis au 17 octobre, avec moi qui entamerai la saison et vous emmènerai dans le Pacifique avec les objets de la Grande Vente qui a duré 6 mois en 1806. Voilà, on fera un petit saut dans le temps et une recherche d'objets très anciens. En attendant, on embarque avec vous Jean-Hervé pour l'île de Pâques et merci encore de ce voyage. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va se consacrer au Montréal. L'île de Pâques, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a énormément de choses énigmatiques qui ne sont pas parfaitement résolues à ce jour. Mais ce qui a fait la réputation mondiale de l'île, c'est vraiment les grandes statues. Parce que, imaginez les navigateurs qui font 3000 km à partir de l'Amérique du Sud, qui tombent sur une île un peu isolée. Bon, première surprise, il y a des habitants, des propriétés. Deuxième surprise, il y a presque tout le pourtour de l'île qui est composé de grandes statues, comme ça, sur une petite île de 20 km par 13 km. Donc, c'est la deuxième surprise. Et la troisième surprise, ça va être le fait que l'île était très peu boisée, il y avait seulement des arbres. Donc, on voit ici la route Tongariki. Donc, c'est un peu le décor qu'avaient les premiers navigateurs quand ils arrivent, de voir des statues qui faisaient dos à la mer, qui leur faisaient dos aussi. Okay. Donc, c'est vraiment des colosses, c'est des pièces magistrales. C'est pour ça qu'on entend parler de. On n'entend rien. Ah, je vais essayer de parler un peu plus fort. Oui, merci. D'accord. De démontrer. Donc, ces statues ont fait la réputation de l'île. C'est vraiment des colosses, des pièces monumentales. Et il y en a plus pour tout. Ils étaient exposés sur des plateformes monumentales, elles aussi, qui s'appellent des haroufs. Donc, c'était quand même piédestal, et ça servait aussi de site portuaire pour les eaux des personnages importants. Donc, on peut comparer ici la taille d'une personne par rapport à la taille de ces statues. Donc, les statues de la route Tongariki font de 5 à 7 mètres de hauteur. Et on peut voir que c'est assez imposant. Et ça a beaucoup impressionné les navigateurs de passage, y compris Pierre Loti, qui nous dit il est au milieu du grand océan, dans une région où l'on ne passe jamais. Une île mystérieuse et isolée. Aucune autre terre ne gît en son voisinage. Et à plus de 800 lieues de toutes parts, des immensités vides et mouvantes l'environnent. Elle est plantée de hautes statues monstrueuses. J'y ai abordé jadis, dans ma prime jeunesse, sur une frégate à voile, par des journées de grands vents et de nuages obscurs. Il
m'en est resté le souvenir d'un pays à moitié fantastique, d'une terre de rêve. Donc, c'est un petit peu, je crois, ce qu'ont ressenti tous les navigateurs qui se sont arrêtés à l'île de Pâques. Et, effectivement, l'autre surprise, c'était ça, c'est que l'île ressemblait beaucoup à ça au moment de sa découverte. Donc, des arbustes, par-ci par-là, mais aucune forêt, aucun grand arbre. Et la question que se sont posées les premiers navigateurs, c'est comment ils ont fait? Parce qu'au minimum, il fallait faire des leviers, il fallait faire peut-être des échafaudages, ça prenait des cordes, ça prenait quelque chose pour travailler. Alors, qu'est-ce que représentaient les montagnes? D'après les éléments connus là, des premiers navigateurs, des premiers explorateurs, ce serait des représentations d'ancêtres, des ancêtres importants, et possiblement même ce qu'on appelle des hommes-oiseaux, qui étaient des personnages importants, mais sur une base annuelle. Donc, et on sait aussi que par quelques observateurs que les Pasquans rendaient hommage aux Noirs. Il y avait des prêtres qui semblaient faire certaines cérémonies auprès des Noirs, des statues qui étaient vénérées. Là, maintenant, peu après l'arrivée des premiers navigateurs, on retrouve de plus en plus de moailles gisant par terre, brisées. Et puis, l'explication réside dans... L'explication réside dans le fait qu'il y a eu des guerres de clans sur l'île. Excusez-moi, parce qu'il y a du monde là qui arrive. Je gère un peu les places. Bon, au niveau visuel, on a un petit problème qu'on pensait avoir réglé la dernière fois. C'est pas très grave, ça n'empêche pas la lecture, mais c'est l'esthétique qui en souffre. Donc, là, les bribes de tradition orale sur lesquelles je m'appuie, je les affiche avec le nom de l'explorateur ou du Pasquan. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir dresser une espèce de canevas de l'histoire des Noirs. Donc, un explorateur allemand, Giseler, qui récolte des informations que des Pasquans. Il dit, si les Moais étaient jetés à terre lors de conflits, c'est parce qu'on considérait que les Moais étaient dotés de caractéristiques spéciales et de grands pouvoirs. Et à partir du moment où ils étaient brisés, ils perdaient ces pouvoirs-là. Donc, le fait de guerroyer contre un clan ennemi et de détruire ces Moais, ça brisait le moral du clan ennemi. Et il avait plus ses ancêtres là, pour les protéger. On va juste un petit coup d'œil sur la carte, surtout des endroits importants qu'on va situer. Donc, Laou Tongariki, un des plus grands Laou sur l'île de Pâques, et qui avait 15 Moais à l'époque, il est encore aujourd'hui. Ici, nous avons le volcan Rano Raraku, et c'est la carrière où on fabriquait les Moais, donc c'est dans la pierre de lave des flancs du volcan. Ce n'est pas l'unique carrière, mais ça a été la plus importante sur l'île. On a la petite baie d'Anakena en haut, où il y a une belle plage sablonneuse, et c'est là que le premier chef polynésien, Otumatua, serait arrivé avec sa suite. Après ça, on va voir aussi le Punapo. C'est là où sont construits les chapeaux qui vont sur les Moais. On va voir d'autres endroits, Taï et Hangaroa. Un endroit très très important autour du volcan Ranokau, qui s'appelle Orongo, et un îlot, Motunu. On va aller voir au fur et à mesure, mais ça vous situe un petit peu. L'île de Pâques a une forme de triangle, avec trois anciens volcans qui ont formé l'île. Et elle fait à peu près 20 km par 13 km. Donc on aperçoit ici le volcan Rano Raraku de loin. Et c'est dans les parois du cratère que vont sculpter les grandes statues. Rano Raraku, ce qui est étonnant, c'est la quantité de statues qui sont au pied de Rano Raraku. Et c'est ça qui impressionne. On a ici une citation d'Alfred Métro, on a perdu le nom en bas, qui nous dit « Je les ai contemplés par la tempête, sous le soleil, pierre de lune et par des nuits obscures. Chaque fois, comme au premier jour, j'ai éprouvé le même saisissement, le même malaise. Ce n'est pas tellement leur taille qui oppresse que la confusion dans laquelle elle se présente. Mais on est troublé par cet éparpillement presque humain, par le caractère tumultueux de cette assemblée de géants à la nuit plate. » Et effectivement, quand on se promène tout petit parmi toute cette assemblée, on a vraiment un saisissement, parce que c'est
c'est comme une réunion de famille, comme des gens qui discutent ensemble. Ça fait une drôle d'impression. On les voit ici en plus petit. Alors, la carrière, quand on arrive dedans, on a l'impression que tout a arrêté d'un coup sec, subitement. Parce qu'il y a des moyens à tous les stades de la fabrication. Il y en a qui sont à peine ébauchés, il y en a qui sont prêts à être séparés de la paroi pour être transportés. Donc, puis il y en a plus d'une centaine. On se dit que ça a arrêté tout d'un coup. Ils n'ont pas fini d'extraire les morailles, puis ils ont décidé de fermer la carrière. Non, il s'est passé quelque chose qui fait que c'est resté un petit peu tel quel, comme si on travaillait, puis du jour au lendemain, on avait arrêté de travailler. Alors, on voit bien ici comment il procédait. C'est-à-dire qu'il y avait la paroi, donc il commence par creuser une niche, et même de l'autre côté du morail. Donc, il pouvait travailler à plusieurs sculpteurs. Il y en a qui pouvaient travailler sur ce côté-ci, d'autres qui pouvaient travailler vers l'arrière. Et tranquillement, ce qu'il faisait, c'est que après ça, il creusait sous le morail, de façon à laisser juste une quille. Il perçait la quille à différents endroits. Et là, Gézoleur nous donne quelques informations supplémentaires à ce niveau-là. Il dit la figure était sculptée en premier. Ça, je pense que ça s'explique dans le sens que c'était la partie la plus détaillée du morail. Donc, si on manquait son coup avec une partie de la figure, ça ne servait à rien de continuer le morail. Donc, on commençait par la partie la plus complexe, et de là, après ça, on faisait des parties plus simples. Après ça, on va continuer sur le corps, le côté, l'arrière, et finalement, c'est le dos, de façon à pouvoir séparer le morail de la paroi et de le transporter. Et d'après les informations que Gézoleur a recueillies, il dit des Pasquans plaçaient des pierres de forme angulaire dans les ouvertures sculptées. Puis après ça, au moment de glisser les idoles, ils mettaient des pierres un peu cylindriques ou arrondies pour réussir à le déplacer. Alors, il y a aussi un ingénieux système qui a été découvert au Rano-Raraku. Et si on monte au sommet du Rano-Raraku, on trouve des trous à différents endroits. On trouve des promontoires rocheux et des traces d'usure qui ont été occasionnées par des grandes coques. Donc, il y a quelque chose qui a été utilisé là, qu'on va voir en détail. Là, encore une fois, Gézoleur a recueilli des informations. Lui-même est monté avec un guide Pasquan au sommet du Rano-Raraku. Il dit, nous avons trouvé plusieurs trous ronds qui étaient d'environ 1 mètre de profond et 1 mètre de diamètre. Il dit, ces trous continuaient jusqu'en haut, et selon les indications qu'il a recueillies auprès de Rapa Nui. Rapa Nui, c'est le nom plus récent de l'île de Pâques. Les Pasquans ont renommé l'île qui avait été nommée par Jacob Roggeveen quand il a découvert l'île en 1722. Il dit ces trous servaient à faire glisser, lui appelait ça des idoles, parce qu'il ne savait pas exactement à quoi servaient les morailles. Donc, il servait à faire glisser les idoles, les morailles, jusqu'aux endroits qui leur étaient destinés. On va voir maintenant un petit peu plus en détail comment ça fonctionnait. Donc, toujours d'après les informations que Gézoleur a recueillies, pour amener un morail à la haute, jusqu'à la rue, donc la rue Tongariki, ils ont mis un tronc d'arbre dans un trou. Donc, on voit les trous en question, 1 mètre de profond, 1 mètre de diamètre, et ils sont très bien faits. C'est pas carouteux, c'est vraiment une belle surface de lisse. Et donc, on va passer rapidement là-dessus, je vais vous l'expliquer après. Donc, on met un tronc qui s'appelle Tuhu, on l'attache avec des cordes, et après le Tuhu, on va attacher un Tonga, qui est un bâton transversal, à peu près à la mi-hauteur du tronc. Puis de cette façon, on pouvait faire tourner le Tuhu. Et le Tuhu était bien attaché. Donc, vous voyez la grandeur du trou, ça prenait un sacré tronc pour réussir à remplir ce trou-là. Et on va expliquer un petit peu le mécanisme. Donc, vous voyez, là, on est au sommet du Rano-Raraku. Et l'idée était de faire descendre le morail jusque près de la rue Tongariki ici. Donc, on parle d'à peu près facilement de 900 mètres de distance. Alors, toujours d'après Gézoleur, selon les résultats de notre enquête sur le terrain, pour éviter, parce qu'on partait du haut du Rano-Raraku, pour éviter que le morail glisse trop vite, il fallait le ralentir. Et donc, il y avait une partie du mécanisme en haut qui servait à
à éviter qu'il descende trop vite, être capable de le ralentir et même de l'arrêter au besoin. On continue. Donc là, j'ai reconstitué, d'après les informations fournies par les passements aviseurs, le mécanisme en question. Donc on avait le trou au sommet, dans lequel ils mettaient un tronc qu'ils appelaient le tourou. Il y avait la barre transversale, qui s'appelait le tonga, qui était fermement attachée au tourou, et qui à ses extrémités était attachée aussi au sommet du tourou, qui lui-même était attaché à différents endroits pour le maintenir bien stable. Et ça, c'est très ingénieux, parce que finalement, après ça, on nous dit qu'ils actionnaient le tonga, et le tonga servait à faire déplacer les morailles. C'est tout simplement un système de treuil ou de cabestan. On ne peut pas savoir exactement lequel des deux utiliser, dans le sens que le treuil permet d'enrouler la corde autour du tronc, mais à un moment donné, ça devient gênant parce qu'il y a trop de cordes. On serait obligé de détacher, d'enlever un petit peu d'enroulement autour du pivot et de rattacher, et de faire ça régulièrement. Le principe du cabestan est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va attacher la corde, on va faire quelques tours de la corde autour du tronc, et la corde va pouvoir continuer plus loin, on peut la contenir, la maîtriser. Ce qui fait en sorte que la corde ne s'enroule jamais autour du pivot et ne fait jamais une grosse masse. Donc, ils utilisaient un des deux, mais on ne sait pas lequel. Donc, les morailles étaient dans un premier temps descendues au pied du volcan. Et il y avait ce système-là qui servait essentiellement. Oui, c'est ça. Il y avait deux systèmes finalement. Il y avait le système qu'on vient de voir, qui était le système de treuil et de cabestan, qui servait à rapprocher le moai d'une corde de guidage. Donc, il y avait une grande corde qui partait du sommet du volcan jusque près de la Tangariki, et ça servait de corde de guidage. Donc, une fois que le moai était couché près de la corde de guidage, on l'attachait à un ou deux endroits après la corde de guidage, mais il n'était pas suspendu, il était juste fixé, de façon à ne pas trop s'éloigner de sa trajectoire. De là, on le laissait glisser, la pente était herbue, et avec la masse du moai, il devait glisser tout seul. Et les autres trous qu'on a vus servaient à ralentir le moai de façon à ce qu'il ne glisse pas trop vite. Et ces trous-là, qui étaient un petit peu plus bas que le trou principal où il y avait le trou, étaient raccordés deux à deux. Donc il y avait un trou, et au fond du trou, il y avait comme un petit tunnel. Donc la corde rentrait dans un trou, passait dans le tunnel et ressortait de l'autre. Et donc si on laissait du mou, tranquillement, ben, la corde glissait, suivait le moai, mais si on tendait la corde, ben, à ce moment-là, ça exerce une pression parce que la corde faisait une forme de U. Donc si on l'attend, ben, automatiquement ça bloque le système et ça permettait de ralentir ou d'arrêter complètement le moai. Dans un premier temps, les moailles étaient descendus au pied du Ranwaraku et de là étaient redressés debout dans une petite fosse. L'idée étant de finir de travailler le dos, entre autres, parce qu'on a vu que le dos était la dernière chose qu'on travaillait avant de séparer la paroi. Mais comme le moai reposait sur le dos, ben, il fallait après ça le redresser pour lui travailler le dos. Et Catherine Routledge, en 1914, était la première à faire des excavations au pied de ces moailles-là, dont on aperçoit juste le haut du buste, la tête. Et elle s'est aperçue qu'effectivement, c'était des moailles complets, et puis qu'ils avaient été enfouis à différents niveaux. Et Routledge était la première à constater qu'il y aurait eu au moins trois événements majeurs qui expliqueraient que ces moailles-là étaient enfouis. Les Pasquans commençaient par enterrer un petit peu la base du moai. Il y avait une excavation. Ils l'enterraient un petit peu pour le stabiliser, de façon à ce qu'il tienne bien droit. Et Routledge a vu qu'il y avait des démarcations qui montraient des lignes d'érosion. Donc, à un moment donné, il y a eu un glissement de terrain. Là, ça a fait une ligne stable pendant plusieurs décennies, ou même plus, qui fait que ça faisait une démarcation dans la pierre. En plus, elle nous dit qu'il y a certainement eu des feux de grandes herbes ou autres qui font en sorte qu'on aperçoit des petites couches de charbon en même temps. Donc, elle nous dit qu'il y a eu au moins deux événements majeurs qui ont fait en sorte que ces moailles-là ont été enfouies. Bon, à ce moment-là, ce serait tout simplement des glissements de terrain, des pluies diluviennes qui ont fait en sorte que la terre de surface sur la pierre de lave a glissé. Il y a possiblement aussi les résidus de taille qui étaient au sommet du volcan, à différents endroits où ils ont taillé les moailles, qui ont glissé et qui ont fini par enterrer les moailles, jusque des fois jusqu'au cou, même jusqu'au dos. Et on voit bien ici là, que ça subit vraiment des gros bouleversements.
Donc, il y a des parties qu'on voit juste le bout de la tête, c'est des moailles inclinées vers l'arrière, d'autres vers l'avant, d'autres légèrement. Et ça pourrait s'expliquer par la coulée de terre qui est arrivée, c'est-à-dire qu'une petite coulée a peut-être fait en sorte que le moaille a basculé vers l'arrière, alors qu'une coulée plus importante a peut-être fait piquer du nez vers l'avant. Et dans certains cas, ils sont très enfouis, dans d'autres cas, un petit peu moins. Alors, on voit ici que lui est vraiment très, très incliné. Celui-là, il est enfoui jusqu'au nez. Et, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est plus ancien que l'autre du fait qu'il est plus enfoui, mais on est sûr d'une chose, c'est qu'il y avait plus de terre qui s'est accumulée à cet endroit. Alors, les premiers aoûts ont certainement été garnis de moailles, ce serait ceux qui étaient proches du volcan. Et on sait d'ailleurs, d'après la tradition orale, que les sculpteurs du volcan, c'était des sculpteurs professionnels. Et ça appartenait à un clan particulier qui était les Tupautu. Et donc, eux avaient un peu le monopole de la sculpture des moailles au Ranuraraku. Et cet août-là, qui était un des aouts les plus impressionnants sur l'île, est tout près du volcan Ranuraraku et appartenait au clan des Tupautu. Et là, ce que nous rapporte le Père Endler, qui est un personnage relativement très crédible, parce qu'il a vécu plus de 30 ans avec les Pasquans. Il parlait parfaitement la langue des Pasquans. Il s'est énormément intéressé à leur ancienne culture, au point où il a écrit un livre relatant tout ce qu'il savait, toutes les informations qu'il a pu recueillir auprès des Pasquans. Il a même fait une grammaire et un dictionnaire de la langue pasquane. Donc, c'était vraiment un bonhomme très, très intéressé. Lui, il nous dit que ça serait donc les Tupautu qui auraient construit les premiers moailles, et qu'après ça aurait stimulé un petit peu l'orgueil des autres clans, qui eux aussi voulaient honorer leur ancêtre de cette façon-là. Ce qui fait que c'est devenu vraiment, ça s'est répandu tout autour de l'île, tous les clans voulaient leur moailles. Ah, oui, c'est ça. Donc, il y a eu une découverte étonnante par Tori Odell à l'île de Pâques, qui est un explorateur norvégien. C'est qu'à un moment donné, ils ont trouvé comme juste un visage qui dépassait à peine du sol, mais il ne semblait pas tout à fait comme les autres. Fait qu'ils ont entrepris de l'excaver, et tranquillement, en creusant autour, ils se sont aperçus qu'il n'était vraiment pas comme les autres. Fait que là, finalement, avec des cordes, de la main-d'œuvre, il y avait même un véhicule qu'ils avaient à bord du bateau qui les a aidés à le tirer. Et ils ont pu le sortir de terre et le mettre en position, la position dans laquelle il devait être. Et c'est une statue complètement différente. Donc, au lieu d'être simplement un buste, comme les autres moailles, c'est coupé ici, on les mains là, donc ils n'ont pas de jambes. Cette statue-là a des genoux. Donc, elle est assise sur ses cuisses. On la voit ici de dos, on la voit de face. Et puis, maintenant, les Pasquans l'appellent Tukuturi, parce qu'ils ont une expression qui est tuku teturi, qui veut dire être assis en pliant les genoux, de sorte que les fesses sont pliées sur les mains. Et c'est étonnant, c'est la seule et unique statue de ce genre qui a été retrouvée à l'île de Pâques. Et même les Pasquans eux-mêmes n'avaient aucune information à fournir là-dessus, en ignoraient complètement l'existence. Et c'est aussi une des seules statues qui a une barbichette. Il y en a très peu. Il y a quelques autres moailles qu'on a retrouvées qui avaient une barbichette, mais c'est extrêmement rare au niveau de la statuaire de pierre, alors que c'est très très courant dans les petites statuettes de bois, moailles Kava que font les Pasquans. Ils ont tous une des caractéristiques, c'est d'avoir la barbichette. On voit un peu mieux la situation du volcan Ranuraraku vu de haut. Et ce qui est intéressant, c'est que les moailles sont très stylisées. Ils ont des lignes simples, épurées. Ils sont très, très stylisés, mais ça démontre même une certaine virtuosité. Parce qu'il faut penser que c'est une pierre de lave, donc c'est une pierre qui est friable, un peu comme la pierre ponte. Et regardez ce qu'ils réussissaient à faire comme détail au niveau des narines, qui est extrêmement fragile. Ils avaient aussi tous pratiquement des longues oreilles stylisées. Et même ceux de la Haute Tangariki avaient des incrustations. On voit ici dans le bas du nord. On sait que les premiers explorateurs ont constaté que la majorité
Pasquans avaient des longues oreilles. Donc ces longues oreilles-là étaient dues au fait de... Ça commençait jeune. Il commençait par percer un trou et il mettait une écorce qui faisait office de ressort de façon à agrandir le lobe d'oreille de plus en plus. Et après ça, il se mettait des ornements, en fait, des os, des disques d'animaux marins, de poissons ou autres, de façon à remplir le lobe d'oreille. Mais il finissait à avoir des lobes d'oreille tellement longs que des explorateurs ont constaté qu'ils pouvaient les rabattre par-dessus leur oreille ou même faire un nœud à l'arrière pour les attacher à ça. Ça commence à être longtemps. On s'aperçoit que les moailles aussi donc, avaient le même reproduisé finalement le style des oreilles des Pasquans. Il y avait aussi certaines décorations, donc des représentations de tatouages. Alors, il y a quelques moailles qu'on voit encore qui ont des traces de pigments sous le cou, pour protéger des intempéries à cause du menton proéminent. Et il s'agit essentiellement de lignes sinueuses qui faisaient avec deux colorants. Et c'était une forme de tatouage traditionnel chez les Pasquans. Et ici, nous avons Juan Tepano, dont on va parler beaucoup tantôt, qui est un Pasquan qui s'est fait faire des tatouages traditionnels de la culture de l'île de Pâques. Donc, les moailles représentaient aussi certains tatouages des Pasquans. Il y a une bouche, il n'y en a pas tellement qui ont une bouche ici. Ça bouge ici? Oui. Okay. Ils sont tous comme ça, mais dépendant du point de vue où vous allez le regarder, ça peut C'est changer. sûr qu'ils n'avaient pas de bouche. Oui, c'est ça. Lui, on le voit avec une vue plongeante vers le haut. Voilà, on reprend là. Oui, voilà. OK. Fait qu'on passe à la suivante. Fait que, ce qu'on a vu depuis tantôt, on peut se dire, ben, les moires, ils étaient tous pareils. Et finalement, c'était le même style de statue, etc. Mais c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est-à-dire que dans l'ensemble, oui, ils avaient à peu près la même forme, mais il y avait des détails qui permettaient de les différencier. Ça, c'est des dessins en relief qu'ils ont dans le dos. Et on s'aperçoit que ben, ici, il y a deux cercles. Il y a trois lignes en relief, et il y a une espèce de W qui descend vers le bas. Ici, c'est plutôt deux spirales. Ici, il y a juste un cercle. Même chose au niveau des oreilles. On peut penser qu'ils avaient tous les mêmes oreilles. Eh bien non, les dessins varient un petit peu. Ceux-là avaient des incrustations. Ceux-là étaient comme dans deux sections plus longues. Donc, il y avait des variantes. On pense que ça servait à représenter un individu en particulier, mais possiblement une famille ou un clan en particulier qui avait ses propres symboles. On passe à la suivante. Catherine Auclair soupçonnait aussi donc, qu'il y avait des représentations d'hommes-oiseaux. On va en revenir là-dessus un petit peu plus tard. C'était un concours qui permettait d'élire une espèce de chef de clan de l'île une fois par année. Et ce qui est étrange, c'est que les doigts des moailles sont très longs, très effilés. Il n'y a pas de démarcation qui permet de dire que ça serait des ongles très longs. À première vue, non, il n'y a pas ça. Mais ça ressemblerait beaucoup à des rémiges d'oiseaux. D'accord? Et aussi, on reste à la table. Et aussi la position des poignets. J'ai bien essayé plusieurs fois de tirer le bras et de me mettre la main comme ça, mais non, ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose aussi à ce niveau-là qui cloche. Là. D'accord. Alors, donc, les fameux hommes-oiseaux. C'est un ancien petit village, là, on l'habite aujourd'hui. Un ancien petit village qui s'appelle Orongo, qui est situé en haut du volcan Rano Kau. Et à cet endroit-là, il y a des grandes masses rocheuses qui sont complètement sculptées de représentations d'hommes-oiseaux. Donc, on en distingue un petit peu. Ici, il y a un bec, il y a un œil, il y a des mains, il y a les jambes avec les pattes. Donc, vous en avez près d'une centaine à cet endroit-là qui sont sculptés. Et ce qu'on pense, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un homme-oiseau de nommé, on lui faisait une effigie. Et donc, ce qui explique qu'il y en avait énormément au fur et à mesure. Alors, ici, on a un petit peu... ça, c'est le fameux village d'Orongo. Donc, c'est des pierres empilées. On faisait des essais de maisons basses en pierres empilées. Et Molloy, William Molloy, qui s'est beaucoup penché sur l'étude de ces maisons-là, a dit c'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est ingénieux. C'est pas juste on empile des pierres et autres. C'est qu'au niveau du toit, c'est un toit qu'on appelle en encorbellement. Donc les dalles sont superposées, l'une par-dessus l'autre, de façon à les rejoindre le milieu. Mais si on mettait ça juste comme ça, tout s'effondrerait. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre du poids sur le côté des dalles. Alors mettons que j'en ai une ici, je
je mets l'autre là, mais si ça venait à retomber, il faut que je rajoute du poids ici, ce qui fait que finalement la structure est rectangulaire et on a un plafond qui s'en va, qui couvre au fur et à mesure avec des dalles superposées. Donc c'est très ingénieux, ça protège de la pluie, c'est très résistant. Il n'y a pas de Moa sur On reste en arrière. 7 kilos. Il n'y a pas de Moa sur 7 kilos. On va venir à la fin, ça. Ah. Et donc ici, on a le volcan Ranokau. Ici, c'est Orongo. Et le concours de la Moiseau, il s'agissait de partir donc d'Orongo pour aller nager jusqu'à l'îlot Motunui, qui est là-bas, qui représente une distance d'à peu près 1 km, 1 km et demi. Et le but était d'aller chercher le premier qui réussissait à prendre un œuf d'une hirondelle de mer qui s'appelait Manutala. Donc on attendait le retour, c'était des oiseaux migratoires, on attendait le retour de l'hirondelle de mer, et là, le premier qui réussissait à trouver un œuf, il revenait avec, et son chef de clan devenait l'homme oiseau pour elle. Il y avait une fois que l'homme oiseau était nommé, ils allaient dans une grotte qui s'appelait Anakai Tangata pour faire des festivités, et on retrouve une immense fresque au plafond. Maintenant, elle commence à être un petit peu plus abîmée, il y a des morceaux qui sont dans le musée sur l'île. Et ça représentait les Manutala en question, donc des hirondelles avec, on reconnaît la queue biseautée. C'est très beau, et ça s'est bien préservé parce que c'était à l'abri des intempéries. Alors ici, on aperçoit l'entrée de la grotte qui donne sur la mer et un agrandissement d'une des sections de représentation de Manutala. Alors, une fois que l'homme oiseau était nommé, il fallait qu'il aille vivre en réclusion pour Oraraku, ou possiblement sur une autre partie du territoire, parce que souvent il y avait des frictions, des conflits entre les clans, donc ce n'était pas nécessairement Oraraku qui allait se retrouver. Et on retrouve à cet endroit une unique, des vestiges, une unique hutte qui avait été là. Et ça, on va revenir un petit peu plus tard, mais c'est des pierres de fondation. Donc à partir de ces fondations-là, on faisait la hutte. Et il y avait une terrasse à l'avant qui permettait de profiter du séjour, de manger. Bon, on voit encore les vestiges de la hutte qui servait pour l'oiseau et des moirailles qui étaient en avant. Et ce que je pense, c'est qu'il y avait un moirail de fabriqué à chaque fois qu'il y avait un homme oiseau d'élu, et que ça expliquerait le fait qu'il allait en réclusion, que ça durait jusqu'à 6 mois et plus. Il allait en réclusion, il est complètement coupé de tout le monde. Il y avait juste un serviteur qui avait le droit de l'approcher et qui lui apportait de la nourriture et de l'eau. Donc, ce serait une possibilité qu'il y ait un moirail représentant l'homme oiseau à chaque année, en plus de représenter des ancêtres importants comme les chefs de clan, les grands-pères et autres. Ah, c'est ça. Et, donc, ces statues-là portent le nom de moirail, et moirail veut dire représentation humaine. Donc, on l'utilise aussi bien pour les grandes statues de pierre que pour des petites statuettes de bois qui représentent des humains. Donc, ça serait par exemple un moirail Kabakaba, un moirail Tangata, un moirail Papa. Mais dans le cas des grands moirails de pierre, on a juste conservé le nom de moirail. Mais il y a, dans la tradition orale, on les appelle aussi des Haringaroa, qui signifie figure vivante. Alors, là, on aborde le fait de comment ça se passait. Le vif souvenir dont on n'a pas. Ça, c'est Juan Tepano qui raconte ça à un explorateur. Il dit que, quand on veut avoir un moirail, il faut aller payer les sculpteurs. Donc, il y a des personnes qui sont chargées de rapporter du poisson, des langues, de l'anguille, des thons, de la culture. Il faut savoir que pour rétribuer quelqu'un, tout ce qu'on pouvait faire, c'était lui donner de la nourriture. Mais les sculpteurs, c'était de la nourriture de choix. C'est-à-dire qu'ils avaient toute la variété possible qu'on pouvait trouver sur l'île, aussi bien sur terre que sur mer, pour faire la sculpture en question. Alors, les sculpteurs faisaient un moirail, donc le vif souvenir du père, ou du chef, ou de toute autre chose. Et ils apportaient de la nourriture aux sculpteurs. Il y avait des hommes chargés de la pêche. Dans ce cas-là, ce qui se passait, c'est que c'est des gens qui faisaient certainement de la culture, parce que c'était spécialisé. Il y en avait qui allaient en pêche en haute mer, d'autres qui cultivaient. Et que donc, pour rétribuer les pêcheurs, il fallait aussi leur donner des produits de culture pour que les pêcheurs apportent des poissons aux sculpteurs. Et donc, c'est comme ça que ça se passait. Et par la suite, une fois que le moirail était réalisé, on le descendait au pied du Ranokau. Et une fois qu'il était rendu là, on faisait la fête. Donc, les Pasquas qui avaient passé la commande faisaient un grand koumou, c'est-à-dire que pour faire cuire leur nourriture, ils creusaient dans le sol. Ils faisaient un feu, ils mettaient des pierres qui chauffaient, et ils mettaient la nourriture dans des
des feuilles de bananier ou autre. Et il l'enterrait, on mettait des roches par-dessus, il laissait ça plusieurs heures. Donc c'était une cuisine à l'étouffer, qui paraissait était très très bonne. Et après ça, on invite d'autres personnes, on commence à pleurer, à tourner autour du défunt, etc. Donc de l'effigie du défunt. Mais à ce moment-là, ils avaient le choix. Parce que le rapport Stéphanos, ils avaient le choix. C'est-à-dire, on n'était pas obligé de l'emporter, on pouvait le laisser là. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Mais s'ils veulent l'emporter, à ce moment-là, c'est ça, à ce moment-là, ils décident de l'emporter ou ils laissent là. Donc il y avait des morailles au pied du Rano-Raraku qui étaient là parce que les gens avaient décidé qu'ils resteraient là. Je soupçonne que peut-être que pour l'emporter, il y avait des coûts supplémentaires, que peut-être qu'ils ne pouvaient pas se le payer parce qu'il y avait tout un exercice à faire après ça pour aller le porter, l'ériger. Mais c'était un choix. Donc, OK. Il y a des morailles qui ont été retrouvées à l'intérieur de l'île à différents endroits, donc qui n'étaient pas près d'un hameau. Longtemps, on s'est demandé pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et il y a une tradition orale, on va passer à l'autre. C'est ça. Catherine Routledge s'est aperçue que ces morailles-là étaient couchées à différents endroits et qu'ils avaient l'air éparpillés pour rien. Puis finalement, ils jalonnaient des chemins, des tracés de route. Donc, elle a discerné plusieurs tracés de route. Elle s'est aperçue que ces morailles-là étaient le long de ces chemins-là. Et là, il y a toute une théorie qui est partie de là, comme quoi les moailles auraient été le long des chemins, auraient été des moailles brisées durant leur transport. Et je ne sais pas, il y a certainement des gens ici qui ont dû voir un documentaire, Les moailles marchées, qui est passé récemment, qui a fait aussi la une du National Geographic, à l'effet que les moailles ont été transportées debout, attachées avec des cordes, et qu'un petit peu comme quand on faisait déplacer un frigidaire, on le faisait basculer un petit peu d'un côté, il se penchait, il avançait, etc. Donc il y a Tog et Odell avec la Tchécoslovaque Pavel Pavel qui ont essayé de faire l'exercice. Ils ont pris un moaille de taille moyenne, ils l'ont promené comme ça, ils l'ont fait une certaine distance et ça a fonctionné. Et dernièrement, il y a Hunt et Libo, qui sont deux chercheurs américains, qui ont répété l'exercice avec un moaille en ciment. Puis bon, ils ont dit aussi ça fonctionne, mais ils ont dit c'est très risqué, on échappe une fois, tout ça. Donc c'est ce qui expliquerait que les moailles qu'on a retrouvées brisées le long des chemins seraient des moailles qu'on aurait transportées debout et qui se seraient brisées, etc. Je suis absolument contre cette thèse-là, je vais vous expliquer pourquoi. On a un moaille, mettons qu'il y aurait un chemin ici, on aurait un moaille debout. Et voilà pourquoi. Entre autres, il y a Catherine Routledge. Donc, Catherine Routledge, elle qui a découvert les fameux chemins en question, elle s'est beaucoup concentrée sur cette question-là. Elle a cherché le maximum d'indices. Elle nous a demandé, plus je fouille, plus je cherche à résoudre l'énigme, plus je doute de la vraisemblance de la thèse affirmant qu'ils avaient été abandonnés dans le processus de transport. Donc, elle a commencé par dire qu'ils n'ont pas été abandonnés pendant qu'ils étaient transportés. Elle a regardé les lignes d'érosion, elle dit, de toute évidence, ils étaient en position verticale. Parce que l'érosion, la pluie, tout ça fait des séries de petites crevasses ou autres qui nous montrent que soit qu'ils étaient couchés, soit qu'ils étaient debout. Donc, elle dit, ils étaient en position verticale, et bon, comme ils étaient fracturés, tout ça, quand ils jetaient à terre, c'est clairement qu'ils ont chuté. Donc, à verticale, chuté. Jusque-là, ça complète un petit peu la thèse de ceux qui disent que les moyens marchaient, mais pas complètement. Après ça, elle nous dit, c'est ça. Donc, elle dit, dans certains cas, on voit même que les statues qui gisaient à terre, il y avait une petite excavation à côté. Il y avait un petit creux. Puis, quand elle est allée, elle dit, il y en a même qu'on a vu qui n'étaient pas tout à fait tombés. Donc, ils étaient penchés presque au ras de terre, mais il y avait encore la base un petit peu dans qu'il y avait dans le trou. Puis, elle a fini par conclure en disant, il n'y a pas une seule statue qu'on a retrouvée le long des chemins qu'on pourrait dire qu'elle était en processus de déplacement. Et là, il nous manque la petite phrase, mais je m'en rappelle. Elle nous dit, elle, ce qu'elle pense, elle dit, ces morailles-là étaient érigées le long des chemins pour faire une avenue impressionnante à l'approche de Rano-Raraku. Elle évoque deux ou trois éléments supplémentaires. Elle dit, ces morailles-là, bon, d'une part, ils n'étaient pas couchés sur le chemin, ils étaient en partie à côté. Puis elle dit, si on les redresse tous, parce qu'il y en avait qui étaient couchés face contre terre, d'autres sur le dos, si on les redresse, ils font tous dos au Rano-Raraku. Donc les gens qui arrivaient par le chemin, ils voyaient à la fois le moaille et le Rano-Raraku derrière.
Béatrice, c'est certainement juste pour ça. On voulait, dans le fond, ces gens-là monnayaient, demandaient rétribution pour de la nourriture de choix pour faire des morailles. On sait qu'ils avaient des exclusivités en quelque sorte. Et les autres clients venaient passer une commande. Donc, on annonçait le produit. On dit, ben voilà, vous approchez de la nourriture à coup, puis c'est nous qui fabriquons les morailles. Il y a Métro. Métro, il dit aussi, il dit, bon, je veux dire, on n'a même pas besoin des arguments de Bouclège. Tout ce que Bouclège a dit, il dit, on n'a pas besoin. Il dit, il suffit de lire dans la description du capitaine Cook, c'est un petit troupe de débarquement qui est allé se promener dans l'île, puis on s'aperçoit que les morailles étaient debout, plantés le long des chemins à ce moment-là. Il dit à tel point qu'à un moment donné, il y avait une troupe d'une trentaine de personnes, ils se sont mis à l'ombre du moraille pour se reposer un petit peu, parce que le moraille était debout. Ils ont dit, on n'a même pas besoin de tous ces arguments-là, ces morailles-là étaient le long des chemins érigés. L'autre détail intéressant, c'est que les morailles qu'on a trouvées justement le long des chemins sont un petit peu différents de ceux qui sont sur les haouts. Okay? Les morailles qu'on trouve le long des chemins, ils ont une espèce de protubérance à l'arrière. Leur centre de gravité est beaucoup plus bas, le ventre est plus volumineux. Tandis que les morailles qui sont sur les haouts, c'est beaucoup plus arrondi, on n'a pas la protubérance à l'arrière. Moi, ce que je pense, c'est que, étant donné que là, on était sur une surface dure, et que là, on était sur une surface plus malléable, ben, il fallait vraiment le stabiliser quand il y a d'intempéries, il ne tombe pas par terre. Donc, en faisant une base plus évasée, plus large, avec un centre de gravité plus bas, ben, ça permettait de le maintenir plus stable. Il y a aussi le fait peut-être que le mode d'édification était peut-être différent, mais ça, on va revenir un petit peu plus loin. Donc ici, on a un beau moraille avec ses yeux. Et voilà, l'explication des yeux. C'est que pendant longtemps, tous les morailles qu'on a vus de la Nouvelle-Acou, ben, ils n'avaient pas de yeux. C'était un vide. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était comme ça, ils étaient tous comme ça. Jusqu'au jour où on a découvert dans le sable d'Anakena des morceaux de corail blanc. Et puis un disque rouge, rond. Et puis ceux qui ont découvert ça, ils ont regardé ça. Puis finalement, en les assemblants, on disait, c'est un œil, ça. Et ils sont aperçus que ça allait parfaitement dans le creux d'un œil d'un des morailles qui n'était pas loin de là. Et c'est là qu'on a su que, ben oui, les morailles qui étaient exposées sur les haouts avaient des yeux. Et non seulement des yeux, mais des yeux en corail phosphorescents. Alors imaginez le soir, après n'importe quel à la pénombre, ça devait être de tous côtés. Et que donc ça s'incrustait parfaitement dans des orbites qui étaient taillées pour les recevoir. Sauf que tous les morailles de Vanuatu, qu'ils soient en mode fabrication ou qu'ils soient dirigés à la base du volcan, n'avaient pas d'orbite de sculptée, y compris les morailles qui étaient sur le bord des chemins qu'on a trouvés. Donc vraiment ceux qui avaient des orbites de sculptée étaient ceux qui étaient exposés sur des haouts. On va passer à l'autre. Ah, ok. Donc, on va passer au mode de transport des morailles. Ok. Donc, cette histoire d'orbite est très importante. Je ne vais pas parler des détails, eux, ils ont des orbites, eux, ils n'en ont pas. Mais c'est que ceux qui disent que les morailles ont marché jusqu'au haut, on les a transportés debout, invoquent un argument supplémentaire. Ils disent, bon, ben, on prenait les morailles, on les amenait jusqu'au haut, et puis de là, on a sculpté les orbites, et puis on les installait. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas dans le sens que les orbites étaient taillées au Vanuatu. Quand on décidait, quand sa famille ou le client décidait, on prend le moraille, on l'emmène, à ce moment-là, on creusait les orbites. Donc, les morailles qu'on a trouvées le long des chemins, si les orbites étaient déjà creusées, il y aurait dû en avoir besoin de creuser. Et ce n'est pas le cas. Donc, ça nous montre l'avantage que le moraille qui était retrouvé sur le bord du chemin était un moraille qui était érigé là et qui n'avait pas le droit aux orbites creusées parce qu'il ne représentait pas un défunt, il ne représentait pas un ancêtre. Alors, c'est ça. Là, je vais vous proposer une autre méthode de déplacer les morailles à partir de la tradition orale. Donc, Gezeler, lui, qui s'est fait dire que bon, pour déplacer sur le Vanuatu, les morailles, dans le haut, tout ça, des fois on prenait une pierre ronde, une pierre cylindrique, puis ça permettait de faire rouler un petit peu le moraille. Il nous dit aussi, ben, une fois rendu en bas, qu'est-ce qui empêchait d'utiliser la même méthode, ça pourrait être ça aussi.
Métro, lui, a recueilli aussi des informations. Il dit, bon, ça a l'air qu'on faisait usage de levier de bois, de patates écrasées, de pierres rondes qui facilitaient le glissement des lourdes masses. Et il y a aussi, à plusieurs milliers de kilomètres, l'évêque Johnson, qui était à Tahiti, qui a eu des réfugiés passerois à un moment donné qui se sont trouvés à Tahiti, qui a recueilli des informations où les passerois disaient on plaçait des cailloux bien ronds sur le Moab, on poussait, on tirait et on roulait. Bon. Oui, c'est intéressant, dans le sens qu'effectivement, prendre une pierre ronde et rouler dessus, ça fonctionne parfaitement. Sauf que les morailles sont quand même étroits, sont plus longs que larges, ils ont des courbes un peu sinueuses. Je vois difficilement commencer à mettre des pierres rondes et essayer d'en mettre une autre à un bout pendant que l'autre sort à l'autre bout, puis que ce serait difficile. D'autant plus qu'il faut avoir bien dans l'idée que ces morailles-là avaient coûté cher. Donc, ça prend plusieurs mois à construire. Il fallait nourrir ces sculpteurs-là. En plus, on a vu qu'ils commençaient à les honorer au Novaraku. Ils venaient, ils faisaient la fête, ils pleuraient autour, etc. Donc, le moai, déjà, au niveau symbolique, avait acquis une importance. Est-ce qu'on pouvait prendre la chance de le transporter et de le briser? On fait quoi? Il n'y avait pas d'assurance à l'époque, il n'y avait rien. Donc, est-ce qu'on recommençait le moai ou quoi? Donc, moi, j'ai l'impression que ces gens-là prenaient le maximum de précautions pour que le moai se rende à la destination intacte. Et donc, l'histoire de transporter le moai debout, puis il y en avait un sur deux qui tombaient, ça ne fonctionne pas avec dans cette ordre d'idée. Donc, mettre des cailloux ronds en dessous aussi, ce n'était pas nécessairement la solution. Mais il y a peut-être une possibilité. Avant, on va passer au fait de ramasser des cailloux ronds. Les passerois ramassaient en grande quantité des pierres de rivage qui étaient déjà arrondies par le mouvement de la mer et ils les utilisaient énormément. Donc ici, on a un haut et ils faisaient une grande allée cérémonielle avec des pierres arrondies de différentes grosseurs. Là, on est en processus de restauration. Donc, ils ont enlevé toutes les pierres nettoyées, ils ont mis en place. On a vu aussi que devant la hutte des passerois, entre autres celle de la Moidour à Novaraku, il y avait une terrasse avec des pierres arrondies. Donc, ils récoltaient amplement des pierres arrondies. Donc, il a suffisait de sélectionner ceux qui avaient la bonne grosseur, qui avaient la bonne consistance, la bonne dureté, pour possiblement les utiliser pour transporter des morailles. Alors, moi, ce que je crois, mais ça, c'est pas appuyé par la tradition orale, c'est ce que je pense, parce que la tradition orale, il y a un blanc à ce niveau-là, c'est que ça prenait un traîneau. Des essais de tirer un moraille avec un traîneau ont été faits sur l'île par différents explorateurs. Sur une surface sablonneuse avec 200-300 personnes, ils ont réussi à le déplacer. Maintenant, traverser l'île sur de la terre battue, un peu rocailleuse ou autre, c'est une autre histoire. Mais si on fait un traîneau, très simple, on attache des troncs côte à côte, et on prend les fameuses pierres rondes et on les met dans les sillons. J'ai fait l'expérience, c'est en modèle réduit, bien entendu, et ça fonctionne absolument très bien. Dans le sens que ça glisse, la pierre roule, le traîneau avance, et la pierre va ressortir à l'arrière. Alors il suffit après ça de prendre la pierre à l'arrière, de la ramener à l'avant, on la ramène à l'avant et on la réinsère. Bon, bien sûr, on fonctionne avec 10, 20, 30 pierres, mais on sait précisément que celle qui rentre là va ressortir au même endroit à l'arrière. Donc avec une équipe qui promène des pierres rondes, ça se fait très très bien et ça demande un minimum d'effort. C'est un peu le principe de roulement à vie. Et ça fonctionnerait très bien. Il faut encore des arbres. Pour les ponts, oui, mais il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque où les moailles ont été faits, il y avait des arbres. Okay? Et donc, c'est par la suite que la production a arrêté. Alors, on a le plus grand moaille et le plus lourd a été transporté et érigé sur l'île. À la houe Tepito. Courant. Voilà. Et puis. Paro. Et puis, bon, il est brisé, pour voit qu'il sélectionnait en deux. Il était juste à terre. Il faisait 10 mètres d'eau. Et on estime son poids aux alentours de 80 tonnes. C'est quand même sacré ça. Et tout près de cet août, du Wai qui est tombé, on retrouve la plus belle et la plus grosse pierre ronde de toute l'île. Elle est presque parfaite, ça fait presque 40 cm, sinon plus, de diamètre. Et elle est à quelques mètres. Et donc là, on a encore un moaille brisé. Endert nous donne une explication dans le même sens que ce que Jésus avait recueilli, à savoir que
la destruction d'un groupe ennemi annulerait la puissance surnaturelle de ses ancêtres et affaiblirait sa capacité à résister. Donc c'était vraiment un peu une guerre psychologique en même temps. Alors, une question que beaucoup se sont posées. Est-ce qu'il y aurait eu un possible transport par mer de Moai à certains endroits? Dans le sens que, bon, l'île de Pâques, c'est une île. Les Moai étaient très près des rivages. On sait que c'est quelques mètres à peine. Est-ce qu'il y a pu avoir un transport par mer? Est-ce que certains des indices iraient en ce sens? Bon, si je vous montre ça, vous allez me dire non. Définitivement non. Alors, là non plus. On regarde l'arrière. Ah, ça c'est moi. J'ai exploré les rivages. Ça c'est la photo avant. C'est la bague et la photo après, on l'a pas mis. Mais il y a au moins, au minimum, un endroit très très intéressant qui est la petite baie d'Anakena. Donc, d'après la tradition orale, quand le roi Otumotua est arrivé avec sa suite, il a fallu trouver une place royale pour débarquer sur l'île. Et c'est cette place-là qui est d'ailleurs une des deux seules plages de l'île agréable, l'autre est beaucoup plus petite, qui est la baie d'Anakena, la plage d'Anakena. La pente sablonneuse est très très douce, il y a très peu de vagues. On voit ici, donc ça aurait été un endroit idéal pour arriver avec des statues par la mer. Il y a d'autres endroits, ici on a la baie de Cook, où il y a entre autres le petit village d'Angaroa. Et là encore, c'est relativement accessible, et c'est l'endroit de mouillage qui a été le plus utilisé par les missions d'exploration, par les explorateurs, parce que c'est à l'abri du vent. Et que de toute façon, ils ne peuvent pas approcher avec leur bateau, parce que il y a trop de tirants d'eau, mais ils mettaient des chaloupes à la mer et ils allaient au rivage, ils revenaient, donc c'est l'endroit qui était le plus utilisé. Et entre autres, c'est l'endroit où la statue du British Museum a été enlevée, ainsi que celle des musées royaux de Bruxelles. Alors, ils ont utilisé deux méthodes différentes. C'est-à-dire que l'équipe de Métro La Vacherie, Métro est déploré, dit ben là, il n'y a pas de bois, parce que la solution de gaz, c'est de faire un radeau, mais il n'y a pas de bois, qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a un qui a une idée géniale, ils ont commencé par transporter une grosse tête de Moai. Donc, ils l'ont attachée, ils l'ont fusilée, et ils l'ont mis sous la chaloupe. Donc, ils ont profité de la poussée d'Archimède. La tête était beaucoup moins lourde à ce moment-là. Ils l'ont approché du bateau, là, ils l'ont sorti de l'eau, ils l'ont monté sur le pont, ça a bien été. Là, ils sont arrivés à la baie de Cook, ils ont voulu emmener la statue qui est présentement au musée royal, qui pèse à peu près 6 tonnes, je crois. Et là, c'était un petit peu compliqué. Ils ont utilisé la même méthode de l'attacher en dessous de la chaloupe, puis ils ont tiré la chaloupe à partir du bateau. Rendu près du bateau, ils ont voulu la sortir, mais là, il y a eu un problème, le matériel a cassé, le flanc a cassé, la statue s'est ramassée au fond de l'eau. Mais grâce aux Pasquans qui étaient des bons nageurs, ils sont allés attacher les cordes, ça, finalement, ils ont réussi à la sortir. Dans le cas de la statue du British Museum, ben eux, ils avaient trouvé le bois nécessaire où ils l'ont apporté. Ils l'ont transporté par radeau jusqu'au bateau qu'elle est emportée en Angleterre. Donc ici, on a le petit village d'Angaroa. Vous voyez, toute l'île ressemble un petit peu à ça. Il n'y a pas de grand système hôtelier ou autre, donc on peut soit avoir des classes d'habitants, il y a des petits systèmes hôteliers, mais très petits qui sont développés ici. Et nous avons un autre endroit qui s'appelle Tahaï, et où on a une superbe, belle pente bien aménagée qui arrive au bord de l'eau, qui semble un petit peu exagérée juste pour mettre un canot à l'eau ou autre, et peut-être avait une fonction plus cérémonielle, ou peut-être même permettait de débarquer les Moai. Donc il y a au moins ces trois endroits-là qui potentiellement sont intéressants pour faire le transport de Moai. On voit encore la fameuse arrivée à Tahaï. Là, l'indice qui va nous permettre de dire oui, c'est peut-être probable, c'est le fameux îlot Motunui, où les Pasquans partaient à la nage sur 1,5 km. À première vue, ça semble un petit peu difficile à croire, là, si on regarde un petit peu les vagues autour. Vous voyez, battu par les vagues, tout ça, on va aborder là-dessus, là. C'est pas évident. Bon, il faut savoir que quand même, les Pasquans, traditionnellement, faisaient des cérémonies sur cette îlot-là. Il y avait entre autres des initiations de jeunes Pasquans, on allait les porter une semaine avec des embarcations, ils restaient là. Après ça, les explorateurs et les explorateurs ils sont allés, Routledge est allé, Métro aussi, et jusqu'à il y a quelques années, les touristes aussi pouvaient y aller, mais bon, c'était pas assuré qu'en embarquant dans le bateau, on pouvait débarquer. Ça dépendait de la mer, ça dépendait de certaines choses. Là, je vais vous parler, avant de continuer sur l'îlot Motunui, je vais vous parler des pierres de fondation Fainga. Donc, les Pasquans faisaient des huttes.
Et ils mettaient des pierres de fondation quand c'était des gens importants. Donc, c'était pas nécessairement tout le monde qui avait droit à ces pierres de fondation-là. Mais c'était encore de la pierre de lave, donc taillée, parfois en ellipse, et dans lequel on perçait des trous. Et à partir de là, on plantait des poteaux dans les trous, qu'on attachait dans le haut, et là, on mettait des herbages, des joncs, des feuilles de bananier, etc. Ça servait à faire les luttes, ça servait à imperméabiliser un peu le sol, etc. Et ces fameuses pierres-là, dont on voit, c'est à peu près le tiers qui dépasse. Donc, il y a les 2 tiers qui est enterré. Donc, c'est quand même des pierres qui pesaient jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Et puis, on en a retrouvé. On fait analyser la pierre, et on s'est aperçu que c'était de la pierre du Rano-Caro sur l'île de Pâques. Donc, si c'est de la pierre qui provient de l'île et non pas de l'îlot, il a fallu qu'ils transportent, il a fallu qu'ils déplacent. Et c'est plus par la mer qu'ils ont pu le faire, puis c'était du bois. Ils ont aussi fait analyser des résidus qu'il y avait sur un petit haut. Ils ont trouvé un petit haut. Il y avait des résidus de pierre, ils ont fait analyser, c'était de la pierre du Rano-Arago. Et ils soupçonnent que peut-être qu'il y avait un morail qui était érigé sur un petit haut, sur l'îlot Motunui, qui proviendrait du Rano-Arago. Donc, on a là un indice qu'effectivement, on est sûr que les pierres Painga ont été transportées par la mer, et possiblement même un petit moral. On va revenir au volcan Rano-Caro, qui est ici. Et bon, je vais surtout vous montrer cet endroit ici. On va voir l'agrandissement tantôt. Donc, on le voit ici encore. Vous voyez à quel point c'est une arête très, très élevée. Et à une certaine époque, il y a eu un naou qui s'appelait Rikiriki, qui était vu de l'extérieur, donc vu de la mer, et pas de l'intérieur, qui était situé à peu près à cette hauteur-là, à mi-chemin entre le sommet et la base. Et il y a plusieurs explorateurs qui l'ont aperçu. Il y a Thomson, qui était le premier à l'apercevoir, qui dit il y a 15 ou 16 petites statues qui sont couchées sur la nuit, sont tombées. Il y a un autre explorateur qui arrive par la suite, je pense que c'est Routledge, qui dit ah ben là, il n'en reste plus que 5-6. Et finalement, il y a une lutte, mais Routledge a dit ils sont en bas. Il n'en reste plus que 5-6, mais ils sont en bas, ils sont tombés. Et il y a Angela qui arrive en dernier, qui dit, ben là, j'en vois plus qu'un. Qu'un est en bas, puis il faut être par les vagues, etc. Et la tradition orale, recueillie par Angela, dit, effectivement, ces morailles-là ont été eux aussi jetés à terre lors des guerres de clans, et c'est pour ça qu'ils sont tombés à terre. Et Métro arrive, Métro, il dit, ben non, je comprends pas, comment ils ont fait ça. Il dit, c'est impossible de les amener par voie de terre. Et il dit, je ne peux pas m'expliquer ça. Handler dit la seule et unique possibilité, ce serait qu'ils les auraient amenés par la mer et de là, les auraient hissés jusqu'au Wahoo. Donc, il y a peut-être là aussi un autre indice qu'il y aurait eu du transport par mer occasionnel, mais que peut-être c'était faisable. Sauf que les premiers explorateurs qui arrivent, ben, ils voient 3-4 canots comme ça. C'est pas fantastique pour transporter un moral. Et même les planches étaient cousues, parce qu'il faut savoir que il n'y a plus de forêt, le bois était très peu accessible. Donc, ils utilisaient énormément tout ce qui était de bois qui était rejeté sur les rivages. Et soit pour faire de la sculpture, soit pour faire des bateaux et autres. Sauf que, dans le langage pasquan, déjà, Englund soupçonne qu'il y avait des barges. Il y a des barges qu'on peut utiliser. Et une barge, c'était une embarcation en fond plat, qui peut être dotée d'une voile. Et dans le langage pasquan, le mot poé veut dire barge. C'est tout ce qu'il nous dit. Il dit, écoute, je sais comment faire, moi. Je vais t'en redresser un mois, puis avec son équipe, ça a pris plusieurs jours. Mais il a réussi à faire l'exercice valablement. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas vraiment la méthode qui aurait été utilisée à l'époque. Ce qui est arrivé, c'est qu'il restait une profusion de petites pierres, qu'après ça, il fallait qu'ils évacuent. Mais on va voir que ces petites pierres-là avaient une autre utilisation plus tard. Donc, j'ai refait l'exercice pour voir. Puis bon, ça fonctionne relativement bien. Alors, là, on va aborder les fameux chapeaux. Les morailles-là avaient des chapeaux. Et ben, il faut penser que 5 mètres, 7 mètres, après ça, 1 tonne, 2 tonnes, 2 tonnes et demie. Et il fallait le mettre. C'est vraiment 2 pierres de couleurs différentes, de façon naturelle. Donc, cette pierre-là qui venait de Rano-Arago, et cette pierre-là qui venait du Punapu, qui était des kilomètres et des kilomètres plus haut. Alors, la plupart des chapeaux ont cette forme-là cylindrique avec une petite protubérance. Et bon, il y en a qu'on métro, il dit bah, ça pourrait être un chignon, des passoins, je sais pas, fait de cette façon-là. Mais c'est un peu fatigant parce que ça dépasse à l'avant comme une visière. Donc,
c'est peut-être pas tout à fait ça. Un autre disait ben, c'est des genres de couronnes, il y en a d'autres qui disent c'est des chapeaux. Moi, ce que je crois, c'est que c'est des couvre-chefs. Dans le sens que, étant donné que c'est des personnages importants représentés par des morailles, ces gens-là avaient des parures, d'ailleurs les premiers explorateurs le disent, ils ont une sorte de chapeau de plume ou de choses comme ça et autres, donc ça serait des couvre-chefs. Puis on peut présenter le moraille avec son couvre-chef pour bien montrer que c'était une personne d'aristocratie. Donc ici on est au Punapau, et c'est des Pukao qui étaient en construction. Donc, il suffisait de leur tailler une forme arrondie, puis de le rouler finalement. Le déplacement de ces masses-là n'était pas très compliqué. Peut-être que sur place, après ça, on les taillait un petit peu comme il faut pour qu'ils aient vraiment la bonne forme. Alors, pour vous montrer un peu la grandeur d'un de ces chapeaux-là, je crois que c'est quelque chose comme 2,5 mètres par 2 mètres. C'est assez impressionnant. Et ce qui me fait dire aussi que c'était des couvre-chefs, c'est que, vous voyez, ici on est plus haut, une forme un peu différente. On est cette forme-là, exactement. Et au Musée royal de Belgique, on retrouve des chapeaux de plume, qui ont une forme identique, qui ont été ramenés par Métro Lavaché. Donc, un couvre-chef, parce que ça, c'est dispendieux, ça en prend du temps, ça en prend de la plume. On a un couvre-chef là, et certainement sa représentation symbolique ici. Alors, on a quelqu'un qui s'étonne, n'est-ce pas? Gonzalez qui dit comment ils font, ne possédant ni machine, ni matériel de construction, comment ils se sont fait pour aller placer sur de si hautes statues de si pesantes couronnes. Et voilà. Mais les Pasquins nous donnent une explication. Donc on a Carlos Autori qui nous dit, afin de mettre un chapeau sur un moire, ils ont dû empiler des pierres, ensuite ils ont poussé, hissé le chapeau au-dessus de ces pierres, jusqu'à ce qu'il soit dessus du moire. En utilisant un brancard fait de gros bâtons, ils l'ont ajusté à la tête. L'autre, c'est sensiblement pareil. On plaçait le chapeau de la façon suivante. On a monté des pierres, on les levait peu à peu jusqu'à arriver en haut de la tête. Et on le maintenait avec un gros cordon fait de fibres de mammouth. Donc, c'est une des façons de faire des cordes. On avait une question là-dessus tantôt. Pour éviter la chute de l'autre côté. De cette façon, finalement, on le plaçait en haut. Alors, si on se rappelle tantôt, quand on érigeait un moire, ce qui se passait, on se ramassait avec une pente de petites pierres, là, je pense qu'il suffisait tout simplement d'en rajouter une couche et d'utiliser cette pente-là qui était déjà là pour aller placer le Pukao sur la tête du moire en question. Là, on va passer à un autre volet. Ce qui est un petit peu étonnant, il y en a beaucoup qui l'ont constaté, c'est que contrairement à la statuaire dans les autres îles polynésiennes, déjà il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup. On en retrouve un petit peu aux Marquises, sur une autre île. Il y en a quelques-unes et ils n'ont absolument pas la même apparence. La statue la plus connue aux Marquises, c'est le fameux Tiki. Donc c'est un personnage debout avec les jambes fléchies. La tête est absolument pas réaliste. Ça pourrait ressembler à une tête d'un animal à la limite ou autre. On va s'en rendre un petit coup. Et donc, il y a même la vacherie qui s'étonne, qui dit, il y a une impression de réalisme qui se dégage des morailles qu'on retrouve absolument pas dans les autres îles polynésiennes. Et je mettrais quelqu'un au défi qui ne connaît pas l'île de Pâques de mettre ça sur une place publique ou autre, puis il disait c'est l'efficace qui fait ça, puis il disait donc, c'est très, très réaliste, bien que très stylisé. Mais il n'y a rien de semblable dans le reste de la Polynésie. Alors, il y a une explication qui peut nous être fournie par la tradition orale. Et là, on va avoir 5 tournants. C'est toujours d'après Endler, qui a recueilli des propos des Pasquins, puis il nous dit que les Pasquins mentionnent qu'il y aurait eu le débarquement d'un autre peuple sur l'île. Et il fait même mention de l'étonnement des Pasquins face à ces nouveaux arrivants, d'autant plus que ces derniers avaient de très longs lobes d'oreilles qui a provoqué des cris de stupéfaction. Alors, dans un cas, les Pasquins, ça c'est textuel de Zendler, les Pasquins criaient « Épéropora », ce qui signifie « longues oreilles ». Ceux-ci avaient en effet les oreilles percées et fortement distendues par l'insertion de grands ornements. Différents des Polynésiens sur l'île, ils furent qualifiés de « Anahu Hehepe », ce qui signifie qu'ils étaient trapus, alors que les Polynésiens se qualifiaient eux-mêmes de Anahu Momoko, qui veut dire homme mince. Moko étant le terme pour lézard, qui est un animal très mince.
Donc, c'était fort différent des premiers habitants polynésiens de l'île. Et toujours d'après ce qu'a recueilli Anne, ce deuxième peuple était composé d'hommes trapus et déterminés, au caractère entreprenant et dominateur. Ces nouveaux arrivants ont débarqué sur l'île avec une tradition bien établie de l'art monumental de la pierre. Cette deuxième migration a été extrêmement significative dans l'histoire de l'île de Pâques, puisqu'elle aurait notamment permis l'élaboration des grands argoûts monumentaux avec les statues dessus. Donc, il faut savoir qu'en Polynésie, c'est surtout le travail du bois. C'est des experts dans le travail du bois qui font des choses absolument magnifiques, mais le travail de la pierre est vraiment pas répandu. Il y en a qui ont expliqué ça en disant ben là, les Polynésiens sont arrivés sur l'île de Pâques, il n'y a pas d'arbres, donc ils sont mis à travailler la pierre comme actuellement ils travaillaient le bois. Mais c'est pas vrai, quand les Polynésiens arrivent sur l'île, il y a une forêt. Et c'est seulement au 14e, 15e siècle que la forêt disparaît. Alors, il y a une piste probable, donc la seconde partie, je m'attarde à ça. Parce qu'on a aussi une tradition sud-américaine, du côté des Incas. Les Incas qui sont contemporains à la civilisation de l'île de Pâques, donc on est à peu près à la même période. Et chez les Incas, on a l'Inca Tupac Yupanqui, qui est de Cusco, qui commence par dominer la région du lac Titicaca, qui remonte vers l'équateur, et qui de là entend parler qu'il y a des zones plus loin, plus peuplées et autres, puis voulant étendre son domaine, décide de partir en radeau avec quelques milliers de personnes. Et il faut savoir que chez les Incas, ce qui nous a été légué, c'était ce que notre père a conquéri, mais pour faire son nom, il fallait conquérir de nouveaux territoires. C'est comme ça qu'on a dit précisément. Donc, d'après la légende Inca, recueillie par Gamboa, l'Inca Tupac prend la mer avec une grande quantité de radeaux, avec plusieurs milliers de personnes, dont des Orerones. Et les Orerones, c'est la garde d'élite de l'Inca Tupac. Ce sont des gens, des montagnards, donc des gens trapus, qui ont le droit de porter des gros pendentifs d'oreilles pour extensionner les oreilles. Ça, c'est le privilège de la famille royale, mais c'est étendu à la garde royale, à la garde principale et à quelques notables. Donc, ça pourrait être une explication à savoir que ces gens-là arrivent, sont trapus, ils ont des gros pendentifs d'oreilles, et tout le monde sait que les Incas ont une expertise dans l'art mégalithique absolument phénoménale. Ce qui a pris du temps avant qu'on réussisse à s'en convaincre, c'est que les Péruviens, les Incas, avaient des capacités de navigation. Parce que quand on regarde un radeau, on se dit, ben là, nous on pense au radeau à la dérive, des naufragés, des choses comme ça. Mais les premiers conquistadors qui sont arrivés ont même arraisonné un radeau, un cas qui longeait le long des côtes, et la personne qui analysait le radeau a dit, ben là, ça peut transporter jusqu'à 30 tonnes. C'est extrêmement manœuvrable, parce qu'ils n'avaient pas de gouvernail, mais ils avaient un système encore plus efficace que le gouvernail. Ces petites planches-là ici, qui s'appellent des garasses, qui faisaient 3 mètres de profondeur par 50 cm de largeur, pouvaient se planter entre les poutres. Donc, ils en plantaient à l'avant et à l'arrière, et ils pouvaient faire pivoter très rapidement le radeau. La voile était orientale, donc le conquistador qui analysait ça a dit qu'ils pouvaient faire absolument tous les mouvements de navigation que nous, on est capable de faire avec leur radeau. La seule chose, ils sont un petit peu plus lents. On continue. Et ces gens-là pouvaient aller partir du Pérou, et il a été constaté qu'ils allaient jusqu'à l'Équateur et même jusqu'à Panama. On reste en arrière. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a une même technique de construction qui a été utilisée par les Pascons et les Incas. D'une part, le même outil, dans certains cas, qui s'appelle toki. Alors, le toki, c'est un outil qui sert à marteler, qui est fait en pierre extrêmement dure. Le mot toki est utilisé à l'île de Pâques, et c'est exactement avec cet instrument-là qu'on taillait les morailles, entre autres. Et le mot toki est connu à certains endroits de Polynésie, mais surtout à l'île de Pâques. On s'aperçoit qu'au niveau de la sculpture, ici, on a le plus bel aou, qui s'appelle la Ouinapu, qui est sur l'île de Pâques, et où les joints sont à la perfection. On a ici aussi à la Unono une espèce de pierre avec un peu comme un canon mortel. Donc c'était vraiment des techniques de construction précises. Je suis désolée, mais on ne peut pas prendre de questions parce qu'il faut que la porte soit fermée à midi. Et il est midi moins 25. Bon, alors, donc on prendra les questions à la fin, dans le petit coin pendant que on rangera la salle.
Oui, d'accord. Voilà. La neige seulement. C'est ça que je voulais vous dire, monsieur. Plus ça. Voilà. D'accord, je vais essayer la. C'est bon. D'accord. OK, alors on va on se concentre sur la Winapou. Donc, un assemblage un peu à tonon mortel, après Yorville, qui ont remis en place certaines des parties. Ce qui est intéressant, c'est la petite pierre ici. La petite pierre-là, en plein milieu des murs, et c'était largement utilisé comme technique au Pérou. Et il y a Métro qui s'exclame devant la Winapou, qui dit c'est le chef-d'œuvre de travail de la pierre sur l'île de Pâques. Tout ça juste avec une précision mathématique, même les dalles de coin ont été arrondies. Et une surface comme celle-là ressemble au fameux mur des Incas, des Incas de Cusco. C'est pas exactement le cas, parce qu'à Cusco, c'est pas des dalles de pierre, c'est des blocs. Donc la surface est très arrondie. Mais il y a un endroit, il y a des monuments funéraires sur le plateau en verre, qui est Chulpa, près du lac Titicaca, qui présente exactement le même mode de construction. Et c'est des dalles rentrer avec le nom mortel, donc on voit peut-être difficilement, mais ici il y a des creux. Donc il y a des creux dans les pierres, et on mettait une pierre plus petite au milieu pour stabiliser le tout. Et étrangement, on retrouve exactement la même petite pierre. Et ici, alors, nous avons la Winapou, et nous avons la fameuse Chulpa près du lac Titicaca. Et si on blanchit les lignes au contour, on s'aperçoit que c'est pas un rectangle, c'est une forme de trapèze, et les lignes qui vont la rejoindre sont absolument identiques. Et sur cette même Chulpas-là, il y a plusieurs petites pierres comme ça qui sont insérées à différents endroits qui n'ont pas cette forme-là. Donc ça nous montre au moins que les Incas l'utilisaient couramment, alors que sur l'île de Pâques, on l'a à une seule et unique reprise, bien en évidence. Il y a d'autres aous sur l'île de Pâques, à part Winapou, qui sont un autre mode de construction, mais qui sont quand même assez impressionnants. Donc on a la aou TPU, et on voit qu'on redressait des grandes dalles, et on comblait avec des petites pierres qu'on choisissait, qu'on sélectionnait, de façon à combler les trous parfaitement. Cette technique de construction-là, on la retrouve aussi au Machu Picchu. Donc on s'aperçoit qu'il y a des grandes dalles, des petites pierres, et plus précisément ici, alors si on compare la aou TPU à l'île de Pâques, les grandes dalles, les petites pierres, au Machu Picchu, la même technique. Il y a aussi sur l'île de Pâques des espèces de tours qui ont été signalées dès les premiers explorateurs, qui s'appellent des tupas. Traditionnellement, on a dit bon, c'était des observatoires pour voir les tortues marines arriver pour aller pondre. Bon, oui, je veux bien croire dans certains cas que ce serait possible, entre autres près de la seule et unique plage de l'île, mais où je vous ai montré qu'on ne pouvait pas débarquer de noir, les tortues non plus ne débarquent pas. Et pourtant, des tupas, il y en a un peu partout, il y en a même jusqu'à 1,5 km à l'intérieur de l'île. Donc, apercevoir des tortues à 1,5 km, c'était pas idéal non plus. Alors, c'est une tour, et il y a une petite ouverture, donc c'est ça qu'ont signalé les premiers explorateurs. Donc, une ouverture dans le bas, une tour, la fameuse ouverture. Et on retrouve aussi dans les Andes, au Pérou, près du lac Titicaca, des chulpas, mais rustiques, chulpas rustiques, qui ont exactement le même mode de construction. Donc, des pierres assemblées avec la petite ouverture. Bon, à première vue, ça nous dit, bon, c'est juste des tas de pierres. Mais il faut savoir que dans les deux cas, dans le cas des chulpas et dans le cas, non, pas tout de suite, dans le cas des chulpas et dans le cas des tupas, on a encore une fois les plafonds encore bêtement. Et ça, c'est une technique très très précise qu'on a vue, qui était avant un niveau. Et bon, ça prend un certain savoir-faire. On me donnerait un tas de pierres, on me dirait, fais-toi un toit encore bellement. Je ne suis pas sûr que j'ai un coucher dessus. Ah, on a vu tantôt les fameuses pierres painga qu'on retrouve nulle part ailleurs en Polynésie. Donc, ça prenait là aussi une certaine expertise parce qu'il fallait les tailler en ellipse, il fallait percer des trous ronds à peu près parfaits. Donc là, on a des pierres Incas qui traînent à Cusco, la capitale Inca, où on voit très bien que le travail en ellipse de pierre, ce n'était pas sorcier pour les Incas, de percer des trous non plus, alors que c'est une technique qu'on retrouve nulle part en Polynésie. Les fameux yeux des Morailles. Oui, c'est ça. L'art Inca est un art très très réaliste. Et même dans les civilisations sud-américaines, c'est considéré comme le plus réaliste, surtout au niveau de la statuaire. Si on regarde ces poteries-là, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est des pièces en or et en argent. Et à l'île de Pâques aussi, on a un art qui est très réaliste, qui détonne un peu par rapport à la Polynésie. Maintenant, on a les yeux, les fameux yeux des Morailles, qui ressemblent beaucoup à ces yeux de masques mortuaires des Andins. Et on sait que les Morailles, ça représentait des morts. Et là, on a des yeux de masques mortuaires. Ça ressemble beaucoup. Les fameux Bucao, qui sont très similaires
dans certains codes sur bande. Et on a aussi la même méthode qui a été utilisée à l'île de Pâques que chez les Incas pour agrandir les lobes d'oreille, qui était de mettre une écorce pour faire office de ressort. Donc c'est bien documenté, c'est exactement la même méthode. On voit qu'ils ont les mêmes lobes étirés qu'on avait sur la photo tantôt. Ils se mettaient des gros sensibles. Alors, cette technique-là, d'avoir, que ce soit des statues en pierre, des statues en métal, des poteries en bois, on s'aperçoit que le fameux turban est toujours présent. Et on parle de différentes civilisations sud-américaines à travers les arts. Donc le turban est toujours présent. Les oreilles, les longues oreilles, les ornementés, toujours présents. Et les yeux apportés en amande, souvent constitués de matériaux aussi, est toujours présent. Donc, civilisation sud-américaine, on a toutes ces caractéristiques-là à travers le temps, et en Polynésie, aucune. On continue. Il y a Lottie aussi qui s'interrogeait, il dit, ben, ça représente quel visage, ça, ces moines-là? Ils ont un nez long, ils ont des lèvres minces, un menton proéminent, une boue dédaigneuse. Ça ressemble pas au Tiki, ça ressemble pas aux Polynésiens, ça ressemble même pas au Pasqua en règle générale. Et ça, c'est une poterie qui était retrouvée sur l'île Pakaraki, sur le lac Titicaca, les anciennes poteries, où on voit bien que l'histoire d'avoir des lobes étirés, ça date depuis longtemps. Le turban, et on aperçoit le même nez long, le même lèvres minces, le même menton prééminent. Ça peut être aussi un indice. Puis l'autre chose qui est intrigante, c'est les fameux symboles qui sont au dos des moines. On ne connaît pas l'explication, mais pour ce symbole-là en particulier, il y a Pedro Atan qui a dit à un moment donné à Yordel, ben, il dit, c'est pas compliqué, il dit ça, c'est l'anneau symbolise le soleil, la ceinture d'arc-en-ciel, et le symbole en dessous, c'était le tonnerre, c'est le tonnerre, la foudre, etc. Et ça, c'est absolument pas polynésien comme symbolisme, mais c'est très inca. Parce que dans l'Empire Inca, à Cusco, il y avait, au temple du soleil, il y avait une pièce qui était consacrée au soleil, une autre à la lune, une autre à l'arc-en-ciel, une autre à la foudre, etc. Donc c'est très inca comme symbolisme, dans ce cas de ce symbole en particulier. Traditionnellement, on essayait d'expliquer ça en disant que c'était une espèce de ceinture cache-sexe avec le nœud qu'il y avait au-dessus, etc. Mais il faut savoir que dans le cas du Moai, au British Museum, le fameux cercle est à la hauteur du sternum. Alors, comme ceinture cache-sexe, c'est un petit peu. Oui, très intéressant aussi, très particulier à l'île de Pâques, c'est que les Moai étaient peints, au moins à certaines occasions, de cette façon-là. Quand ils ont transporté la statue qui était dans une des maisons d'Orengo jusqu'au bateau, ils sont aperçus qu'il y avait des traces de peinture qui ont été effacées dans le transport. Mais la vacherie qui est allée à la Upinaku a vu une statue tomber, il y avait une espèce d'abri en dessous, il s'est glissé en dessous et a retracé ces dessins-là en disant exactement une des statues, celle qui se trouve dans la partie la plus obscure, avait le ventre et la poitrine peints. Ces peintures de larges lignes rouges sur un fond blanc qu'elles encadrent en ovale. Donc non seulement les Moai avaient des Sanku, ils avaient cette peinture-là, ils avaient un pitao, ils avaient des yeux avec du corail phosphorescent et des pupilles. Donc ça devait être de toute beauté quand c'était finalisé. Je me suis posé la question aussi si les Pasqua avaient des outils pour prendre des mesures. Parce qu'il faut savoir que quand ils travaillaient à la fameuse niche, à plusieurs sculpteurs, 2-3 à gauche, 2-3 à droite, ben, il fallait quand même que le côté gauche et le côté droit se ressemblent. Traditionnellement, tous les peuples ont utilisé les parties du corps. Bon, ben, peut-être grandeur, ou la coudée, ou la longueur des bras, etc. Mais s'il y en a un qui fait 1m40 d'un côté puis l'autre 2 mètres de l'autre, ça va mal pour faire quelque chose d'équilibré. Et si on regarde, la photo n'est pas très claire, mais si on regarde ici l'arc de cercle, c'est presque une perfection. Même chose pour les yeux. Les narines, tout ça, c'est à quelques centimètres près, là, c'est fantastique. Donc, ils ont réussi quand même du beau travail avec leur petit marteau à pierre. Hein. Il y a un engin comme ça qui a été ramené par Walter Notch de l'île de Pâques. Je ne savais pas quel nom le donner, donc il a appelé ça une tête d'ensemble. C'est une tête, puis il y a des bras, comme ça. Moi, ce que je crois, c'est que c'est un rapporteur de mesure qui aurait été utilisé, puis il y en avait certainement de différentes grandeurs. Et d'ailleurs, quand Yordel a demandé à Pedro Atan, il dit « Comment vous faisiez sculpter les Moai ?» La première chose qu'il a fait, il est allé près de la paroi, puis il a fait ça comme ça, puis il a mis des marques, puis donc il a fait ça avec son propre corps. Mais d'après moi, ils avaient aussi ce genre d'instrument-là, ne serait-ce que pour apporter des mesures, pour faire une perfection de genre.
On retrouve un Pérou des petites statues de pierre, comme à l'île de Pâques, beaucoup d'air de ressemblance. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des grandes statues qui pouvaient ressembler aux murailles au Pérou? Ça, on n'a aucun élément qui reste, là, qui pourrait nous le démontrer, mais il faut savoir que les conquistadors, le clergé, etc., ont fait détruire absolument tout ce qu'ils pouvaient voir qu'il y avait l'air païen ou autre. Mais on a au moins un élément qui est rapporté, où on nous dit les statues symboliques de dimension colossale, les exécutions plus habiles étaient moins rares au Pérou qu'on serait en droit de le supposer aujourd'hui. Le père Arriaga se vantait au XVIe siècle d'avoir mis en réquisition plus de 30 Indiens qui travaillèrent durant 3 jours à renverser l'énorme groupe que l'on voyait jadis à 2 lieues du village et qui avait 3 fois la hauteur d'un homme. Alors 3 fois la hauteur d'un homme, on parle d'à peu près 5 mètres, ce qui veut dire on atteint quand même la grandeur des murailles. Il y a aussi près du lac Titicaca, un endroit où il y a des choulpas, justement, un lieu de sépulture, et il y a une partie de visage sculptée qui a été retrouvée sur place et qui est assez grande, sur l'herbe qui est ici, donc assez volumineux. Il n'y a pas d'explication sur cette partie de visage-là ou autre, mais on voit que ça pourrait être quelque chose de très massif qui avait été construit. Et ici, bon, on a une tête de muraille qui est tombée, qui s'est détachée lors de sa chute. Et oui, très intéressant, c'est que dans les Andes, on sait qu'il y avait plusieurs techniques de transport qui ont été utilisées. Et une technique que les archéologues soupçonnent qui a été utilisée, c'est celle avec des pierres rondes. Donc, dans un musée, on trouve des pierres rondes où ils disent ben, ça servait au transport, on ne sait pas exactement comment, mais ça ressemble à ça. Ah, le redressement monolithe dans les Andes. On voit que c'est assez impressionnant aussi, d'autant plus que ce n'est pas du tuf volcanique, ce n'est pas de la pierre de lac, donc c'est quelque chose de très dur, très lourd, très solide. Et la technique qu'ils utilisaient, c'était de faire une petite excavation et avec des leviers, avec des cordes, de le redresser tranquillement et, encore une fois, de mettre des petits cailloux pour le maintenir jusqu'à temps qu'il se redresse complètement. Or, c'est là exactement la technique qui est utilisée à l'île de Pâques, aussi bien ce qu'on a vu tantôt avec Pedro Adam, mais aussi au Rano-Veracruz, parce que la vacherie nous dit qu'au Rano-Veracruz, on laissait glisser la statue au pied de la carrière, on l'a redressée en la faisant basculer, puis on mettait encore une fois des petites pierres pour bien la caler. Très intéressant aussi, toujours les fameuses chulpas, on fait du lac Titicaca. Pour amener ces fameux gros blocs-là en hauteur, on utilisait une rampe de pierre, tout simplement. Donc on l'a traîné, on l'a tiré, on allait le mettre là, et tranquillement, on montait la rampe. Et ça ressemble beaucoup à la technique qui est décrite par les Pasquans pour aller porter les pucaos sur la tête des murailles. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de comparer la tradition orale Inca et la tradition orale de l'île de Pâques. C'est-à-dire qu'on sait que sur l'île de Pâques, les murailles représentaient des ancêtres, donc des chefs de clan, des grands prêtres comme décédés. Vous pouvez représenter aussi possiblement des personnages vivants, comme l'homme oiseau. Et on a la même chose dans la tradition orale Inca. C'est-à-dire que les personnes importantes se faisaient faire un double d'eux-mêmes pour être honorés aussi bien de leur vivant que quand ils étaient morts. Et qu'ils appelaient des Huahuacoué, voilà, qui devaient être traités avec la même vénération que leur propriétaire et qu'ils devaient recevoir des soins comme si c'était une momie finalement, des choses comme ça. Donc encore là, une certaine analogie avec ce qu'on a sur l'île de Pâques. Et le fameux Tucuturi, on ne retrouve rien de semblable en Polynésie. Dans la région du lac Titicaca, on retrouve ces fameuses statues-là, agenouillées, avec une figure très réaliste. Il faut savoir que le Tucuturi, quand Yordel l'a trouvé, il l'a décrit en disant que c'était une figure très réaliste, contrairement au moai qui était très stylisé. Donc ça représentait vraiment le visage humain. Voilà, fait en gros, donc on a vu comment pouvait être réalisé le moai, à quoi il servait, et après ça nous a laissé une porte ouverte pour aller voir si c'était une influence extérieure. La tradition orale nullement ça, il y a une influence extérieure. Et celle qui semble la plus probable, c'est cette civilisation-là qui était à la même époque que les Pasquans et qui seraient arrivés là avec leur savoir-faire et par la suite se serait dilué. Il faut savoir aussi, il y a eu différentes études génétiques. Il y en a une qui date des années 90, une des premières, où la chercheuse Erika de Norvège, elle a cherché précisément un marqueur polynésien. Donc elle dit, j'ai pris 6 ou 7 squelettes de Pasquans et j'ai trouvé dans leur squelette un marqueur polynésien.
Elle dit, bon, c'est juste cette squelette, je ne les ai pas tous au fil des siècles, etc. Mais au moins, on sait que c'était les Polynésiens. Là, tout le monde est parti là-dessus à l'époque en disant, ah ouais, donc on a prouvé que c'était les Polynésiens. Non, non, c'est même pas ce que dit la chercheuse elle-même. C'est qu'on a trop élargi, trop étendu ces résultats. Et tout dernièrement, quelqu'un du même groupe de recherche a fait le contraire. Donc, il a cherché un marqueur sud-américain et il a pris des échantillons qui avaient été prélevés dans les années 60 de Pasqua qui disaient qu'ils étaient de lignée pure pasquane, parce qu'il y a eu énormément de navigateurs, de passages, etc. Donc, il a pris ces échantillons-là et dans certains cas, il a trouvé effectivement le marqueur sud-américain qui s'était amalgamé avec un autre marqueur, si on tombe dans la génétique, je ne peux pas vous l'expliquer en détail, mais ça s'est amalgamé et ça prend du temps, cet amalgame-là. Donc, nous considérons que ce marqueur-là serait apparu avant l'arrivée des tout premiers explorateurs. Donc, il y aurait des traces au niveau génétique sud-américain aussi. Donc, ça ouvre une porte et c'est sûr que la plupart des chercheurs croient que c'est un tout polynésien, donc ils ne cherchent absolument pas en dehors de ça. Et si on commence à fouiller et à chercher, on trouve des éléments très intéressants qui tendraient à démontrer qu'il y a une influence andine à l'île de Pâques. Voilà en gros ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Ça fait l'objet de mon tout dernier livre de cette année qui est ici. J'ai aussi amené quelques exemplaires où il m'en reste très peu de celui de l'année dernière. Donc l'année dernière, je l'ai consacré aux monuments. Donc j'ai pris tous les monuments de pierre de l'île de Pâques et je les ai comparés aux monuments péruviens. Donc pour la grande majorité, c'est des monuments qu'on ne retrouve pas en Polynésie en général, mais seulement à l'île de Pâques et au Pérou. Mais j'ai mis de côté tout ce qui concernait les Moaïs parce que le sujet était beaucoup plus vaste. Donc il y a 2 livres disponibles, celui uniquement sur les Moaïs, que j'ai en quantité importante, et celui de l'année passée, il me reste quelques exemplaires. Vous pouvez voir. C'est toutes les belles images qui sont dedans. Il y a au moins 150 à 200 images, mais pour la plupart des gamins sont très belles. Pardon de vous bousculer, d'une part, mais merci mille fois. On a 10 minutes pour fermer. Ceux qui veulent regarder les livres, prendre une